Bonsoir. Je sais que vous êtes très nombreux, à attendre cette émission parce que nous l'avons annoncé depuis presque 2 heures. Une émission spéciale qui va être faite entre nous de la presse, entre nous de cette presse panafricaine internationale, entre nous de ces Africains qui pensent qu'ils peuvent être indépendants intellectuellement, qu'ils peuvent parler de leur histoire, qui peuvent parler de leur continent, qui peuvent interpeller les dirigeants de ce monde avec une certaine liberté. Cette émission, on va la faire avec un homme, un grand homme des médias, un alter ego peut-être, parce que 30 ans de carrière, on partage, mais aussi beaucoup d'affection et d'émotion, beaucoup de passion pour la culture africaine, pour l'amour de ce continent. Il a interviewé des grands de ce monde. Il est peut-être ami de ces grands de ce monde. Notre invité du jour, vous l'avez deviné, c'est Alain Foka, que je demande de me retrouver sur ce plateau. Monsieur Alain Foka, bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. La capitale de la RDC. J'aurais voulu vous prendre à mes bras, mais vous comprenez le mais on peut. Covid, oui. Quel plaisir, merci. Quel honneur, Monsieur Foka, de te recevoir ici à Kinshasa. Merci. Parce infiniment. Que depuis 2 heures que nous avons annoncé cette émission, que des coups de fil, que des messages. Est-ce qu'il sera là? Est-ce que finalement, celui qu'on a écouté ce matin sur RFI, il est bien à Kinshasa? C'est bien Alain Foka, n'est-ce pas? C'est bien moi. Mais tu n'as pas dû dire que j'étais ton frère quand même. Qu'on se connaît depuis... mais quand je dis tout depuis à l'heure, ta première vie parisienne. Alter ego, mon ami de toujours, l'excellentissime Alain Foka. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Ce soir, merci Jean-Marie. C'est ton soir. Oh. Ce soir, on va, sur ce fauteuil, essayer de découvrir l'homme qui est Alain Foka et surtout entrer dans le plus profond de lui-même, qui nous dise un peu les secrets, qu'est-ce qu'il est, pourquoi cette célébrité mondiale. Tu me fais peur. N'est-ce pas? Allez, installe-toi. Merci Jean-Marie. Alors, bien chez toi. On est bien ici, hein? On est très bien ici. Franchement. Oui. Je suis surpris parce que j'étais dans un précédent studio quand je suis passé à Kinshasa il y a quelques années. Oui. Et là, ça n'a rien à voir. Comment tu trouves? C'est super bien. Tu n'as rien à envier à personne. Franchement. On sait que je dis ce que je pense. Oui, mais tu es un homme tellement pertinent et libre. Et tu en as vu. Un petit peu. L'homme qui connaît les beaux studios d'Europe 1, qui connaît les beaux studios des RFI, des France 24, New York, partout dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas les Alain Foka qu'on appelle au Cameroun l'homme toujours en cravate, l'homme toujours en veste, l'homme qui connaît les palais présidentiels, mais c'est plutôt l'homme des médias que tout le monde connaît, cette voix inimitable. On a l'impression que lorsque, parmi tant, la voix d'Alain sort des ondes, on sait que c'est lui. N'est-ce pas? Comment toi-même tu te sens, à titre personnel? À titre personnel? Oui. Moi, je me sens très bien quand je viens ici, quand je suis en Afrique. Je me sens très bien quand je suis sur mon continent. Que j'ai beau être parti depuis une 40aine d'années, mon cœur est resté au pays. Est-ce que tu sais qu'à Kinshasa, tu es chez toi? Oui. Quand j'ai dit que j'allais te recevoir, tout le monde m'a appelé, parce que je m'occupe de la presse de Kinshasa ici, comme le président. Ils disent, président, on va se scotcher à nos écrans, on va suivre... Alors je les salue tous. Voilà, la presse de Kinshasa. Et beaucoup de politiques d'ailleurs qui t'aiment beaucoup. Alors, j'aimerais bien, Alain Foka, que tu regardes cet écran, que tu découvres le petit élément qu'on a fait. Et ensuite, tu peux compléter, si tu veux bien. D'accord. J'aimerais qu'on puisse nous montrer un peu un aperçu ce que la rédaction de Télé 50 a concocté en l'honneur d'Alain Foka, notre invité du jour. Ah,
Camerounais, africain ou tout simplement un citoyen du monde, car il est assez complexe de cloîtrer Monsieur Alain Foka dans une seule et unique catégorie. Ce cinquantenaire, dont la voix résonne depuis des générations, est un journaliste de renom évoluant à Radio France Internationale, où il présente un programme que l'on ne peut plus limiter qu'à une émission, le mythique Archives d'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. C'est Houphouët-Boigny, ce traître. D'après des témoignages de ses proches, Alain ambitionne déjà être un grand journaliste alors qu'il n'a que 6 ans. Ses modèles, son compatriote Jean-Vincent Tiénéon de Radio Cameroun à l'époque et Georges Collinet de La Voix de l'Amérique. Personne ne saurait s'imaginer que cet enfant de Douala pourrait quelques années plus tard autant contribuer à l'affirmation du peuple noir à travers des émissions cultes. Au moment du choix, c'est d'ailleurs vers les sciences politiques qu'il se tourne d'abord avant de revenir au journalisme. Il débute à France Inter avec des flash infos puis des reportages chez Europe 1 et La 5. Ce n'est qu'en 1992 qu'il fonde Phoenix Productions, aujourd'hui ID Productions, qui réalise une 50aine de documentaires pour Planète, France 2 et TF1. 2 ans plus tard, il débutera l'aventure Radio France Internationale où, grâce à ses différentes émissions, Alain Foka s'est imposé dans l'histoire du continent. Archives d'Afrique, avec un contenu mythique, retrace l'histoire contemporaine du continent à travers ses grands hommes, illustrés d'archives sonores et des témoignages des acteurs encore vivants. De sa voix rock, l'on retiendra très longtemps le leitmotiv. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Plus qu'un simple journaliste, Alain Foka, régulièrement cité parmi les personnalités les plus influentes dans le continent africain. Alors, Alain Foka, personnalité influente sur les continents africains. Tu le sais ça? Je découvre, je ne savais pas que j'avais de l'influence. Je découvre en même temps que, peut-être quand même tant que toi, à moins que tu pensais ça. Moi, je le pense depuis longtemps. Bon, je ne savais pas. Est-ce que tu es conscient que ces messieurs-là, Alain Foka, participent à l'écriture de l'histoire de ces continents? J'essaie modestement, très honnêtement, quand j'ai commencé cette aventure, il y a bientôt 30 ans, pour moi, j'avais cette frustration que lorsqu'on écoute l'histoire de l'Afrique, c'est les autres qui la racontent. C'est un peu comme l'histoire de la chasse qui est toujours racontée du point de vue du chasseur. Le gibier a toujours le mauvais rôle. Et on a tellement travesti notre histoire que ça ne peut pas nous permettre d'être fiers de ce que nous sommes, de croire que nous avons toujours été mauvais. Donc je me suis dit, je me fais le pari de raconter notre histoire. Et puis je me suis pris un peu au jeu. Et j'ai vu l'engouement que ça suscite chez les Africains qui ont envie de se réapproprier leur histoire, en réalité. Puisque l'émission est rapidement devenue la première émission de l'antenne, je pense que tu le sais. Et que d'un coup, les Africains me demandaient d'en faire toujours davantage. J'ai fait des coffrets que les Africains ont adoptés. Dans certains pays, c'est entré dans les programmes, dans les lycées et à l'université. Mais ce n'était pas mon but. Je me disais, je ne suis pas historien, comme il l'a mentionné. Moi, j'ai plutôt fait des sciences politiques avant de faire du journalisme. Je ne m'attendais pas à devenir l'historien du coin. Mais par passion, je me suis dit que j'avais une mission, peut-être, toute petite mission, c'est de raconter notre histoire de notre point de vue. D'arrêter de faire croire qu'il n'y a eu que des maquisards chez nous, et des barbares, des sauvages, mais qu'il y a eu des nationalistes. Et que ces présidents que nous avons eus, que l'on critique tout le temps, avaient aussi des points de lumière. On ne peut pas être que obscurité, on est ombre et lumière. J'essayais de montrer ce qu'ils étaient en réalité, parce que par exemple, je suis sûr que toi comme moi, nous avons lu que Jean-Bédel Bokassa était un anthropophage. Oui, qui mangeait les enfants. Qui mangeait des enfants. Et qu'on avait trouvé dans le frigo. Dans le frigo, des morceaux de viande. Oui, voilà. oui, c'est ce que le français... Or, ma démarche a été de prendre un avion et d'aller en Centrafrique et de chercher ce cuisinier qui devait concocter des enfants. Mijoter des plats pour voilà. Jean-Bédel Bokassa. Et grande a été ma... J'étais pas tellement surpris parce que je pensais qu'il y avait du cinéma derrière. Ce monsieur était surpris qu'on puisse manger des enfants. Je n'ai jamais raconté ça. Je n'ai jamais donné d'interview à quelques médias que ce soit. Et ça a été monté de toutes pièces parce que ça permettait
à nous autres de ne pas soutenir Bokassa quand on devait le faire couler. Ce n'était certes pas un homme très fréquentable, mais ça le rendait encore beaucoup plus infréquentable. Voilà. Du coup, c'est ça qu'il y a dans les manuels d'histoire. Bokassa, anthropophage. Et quand on dit un nègre anthropophage, là, franchement, on a envie de s'en éloigner le plus possible. Et en travaillant sur cette histoire, j'ai vu les falsifications qu'il y avait, et je me suis dit, nous devons nous réapproprier notre histoire. C'est ce que j'essaie de faire depuis une trentaine d'années. Mais alors, moi, Alain Foka, que je connais depuis 30 ans, en France, c'est ces jeunes journalistes fringants, à Europe 1, à France Inter, à RFI plus tard, TV5, beaucoup de documents travaillés. Mais tout ceci est arrivé comment? Je vais te montrer une photo. D'accord. Okay. Parce qu'il a été dit tout à l'heure. D'accord. Montre-moi la photo, la première. Cette photo, ça te rappelle qui? Alors j'ai été surpris de voir cette photo, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, profondément, qui est un grand journaliste, qui a marqué mon enfance au Cameroun. Parce que c'était quelqu'un qui avait une diction extraordinaire. Diction. Une belle diction, une belle voix, et qui faisait un travail très très fouillé. Jean-Vincent Chinéum. Moi, quand je l'ai écouté à la radio, j'étais avec mon père, quand on était allé à la radio Cameroun à l'époque, je me suis dit, c'est à ce monsieur-là que je voudrais ressembler. Il m'a donné envie de faire du journalisme. Il y a lui, et puis un autre. Un autre. Georges Collinet. Mettez-nous Georges Collinet. Et Georges Collinet, c'est un peu aussi moi, à titre personnel, et je mets un peu à ta place. Absolument. C'est lui qui m'a inspiré dans mon village. Sur la Voice of America. Absolument. J'étais dans mon village, dans une petite radio. J'écoutais Georges Collinet et je me disais un jour, est-ce que je le verrai? Effectivement, je l'ai vu à Washington, un peu au soir de sa vie. Et voilà. Mais Georges Collinet. Qui est un bon vivant. Moi, je n'ai pas été déçu parce que souvent, quand on rencontre son idole, on se dit, bon, finalement, on a un peu. Non, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Je viens de finir un documentaire sur les Africains, la diaspora à Washington, dans lequel il est. Et moi, il m'a fait plaisir. Il m'a vraiment fait plaisir parce qu'il est à la hauteur de ce que je pensais de lui. Mais cette diction des Foka, ouais. Elle découle de ta culture française, de ses idoles, d'un travail personnel. C'est quoi? Je ne sais pas, c'est ma voix. Toi qui m'as fréquenté, j'ai jamais changé de voix. Je ne veux pas changer. On a l'impression, certains disent, mais il choque au vite. Il fait du français. Or, dans le même temps, l'Européenne trouve que c'est une voix très africaine. Oui. Je ne vais pas changer ce que je suis. Je suis en France depuis 40 ans. Je suis le fruit de ce métissage-là, peut-être. J'ai fait mes études en Afrique jusqu'au bac. Et je suis allé en Europe. J'ai fait la suite là-bas. Donc, je ne peux pas être celui qui est parti du Cameroun il y a 40 ans. Mais il y a quand même un peu de Camerounais dans toi. On a parlé de Totalement. des Douala. Totalement. Est-ce que tu manges camerounais? Est-ce que tu aimes tes racines? Tu écoutes Makossa, Bikousi, et tu connais un peu l'histoire de chez nous. Je ne veux pas te parler du Cameroun, je ne veux pas dévoiler ta vie ici. On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. C'est un peu chez moi. C'est un peu chez toi, le Cameroun. Donc j'adore ce pays-là. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, évidemment, comme pour tout le monde. Mais j'aime ce pays-là profondément, où je vais régulièrement, où je passe mes vacances de Noël, où je passe un certain temps avec ma famille. Ma femme n'est pas du Cameroun, mais je l'amène régulièrement là-bas. Elle a fini par adopter, donc j'aime ce pays-là. Mais le travail que je fais a fini par faire que je ne suis pas d'un seul pays. C'est-à-dire qu'en travaillant pour Radio France Internationale, en travaillant sur le panafricanisme, j'ai fini par avoir, on va dire, un rayonnement et en même temps un ancrage panafricain. Je suis à Kinshasa, j'ai mangé du maboke, j'ai mangé du ngoulou, du maboke et du ngoulou, Oui. J'ai mangé du pondou, Oui. Je suis à la maison. Et tu te sens bien. Et je me sens bien. Et bon, ici tu encore as en plus, beaucoup on va dire, bon, on est en zone bantou. Oui. On est en zone bantou et puis le Douala est assez proche du Lingala, puisque les Douala sont partis d'ici, en réalité, ils sont partis du Congo. Donc, je me sens toujours à la maison un peu quand je viens ici. Et puis, j'ai Jean-Marie qui est sur place. Foka, tu as crevé l'écran, enfin, les ondes, du moins pour aujourd'hui, parce que j'espère que ça sera diffusé sur France 24, avec cette grande interview de Moïse Katumbi. Oui. Depuis qu'il est revenu au pays, il n'a pas beaucoup parlé, il a donné quelques briefs d'interview, mais
cette interview tombe À pic. à pic. On s'attendait, en tout cas le moins possible, qu'un Foka, en cette période de Covid, débarque à Kinshasa, puis Lubumbashi, Oui. et fasse cette grande interview qui fait le buzz. C'est exprès, c'est calculé. Non, c'est plutôt que... Moi, je suis africain, profondément africain. Et je suis bantou. Et je regarde ce qui se passe dans ce pays avec beaucoup d'intérêt. Quelqu'un, je ne sais plus, c'était Frantz Fanon qui avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver et le Congo, c'est la gâchette. C'est un pays clé. Clé. Pour le continent, c'est un pays clé. Ça, tu le penses, ça? Profondément, je ne me prive jamais de le dire. Le jour où le Congo ira très bien, mais le continent va changer. Qu'est-ce qui manque dans ce pays? Toutes les richesses sont là. Donc forcément, on a un regard qui n'est pas comme celui qu'on peut avoir sur un autre pays. On se dit, quand est-ce que ça se réveille ici? Et je viens ici quasiment toutes les années, tu le sais bien. Donc, quand je me dis, il y a un changement, il y a du mouvement comme il y a du mouvement dans ce pays-ci, je dois y être. Je suis venu, j'ai assisté au Makutano, qui est un rendez-vous où je viens toutes les années, parce que je pense que les Africains doivent parler de plus en plus d'économie, et pas seulement de politique, mais d'économie, notamment les francophones qui ont passé leur temps à ne parler que de politique. Donc je viens au rendez-vous économique, qui pour moi est un rendez-vous africain, où on réunit des chefs d'entreprise africains, donc je viens régulièrement. J'ai fait un plateau là-bas, et puis je téléphone régulièrement à tous, je crois presque tous les leaders congolais, de tous bords, parce que je n'ai pas à avoir de bord. Et Moïse m'a fait le plaisir de dire, je veux te parler à toi. Pour moi, c'est une aubaine de journaliste. Je ne sais pas pourquoi il parle pas aux autres, hein. Je ne juge pas. Il a sa cote. Et il me dit, je veux parler, je saute dans un avion. J'ai dit, j'arrive. Surtout que, parce qu'il faut remettre les choses à leur juste place, j'ai estimé que quand on parle du Congo, on ne parle que de Kinshasa. Et qu'il faut parler aussi... Que tout soit à Kinshasa. Tout est à Kinshasa. Alors que Kinshasa n'est pas le Congo totalement. Je veux dire, il faut aller voir ce qui se passe à Lubumbashi, aller voir ce qui se passe à Goma, dans le reste du pays. Donc j'ai pris sur moi de plus en plus d'aller à l'intérieur du pays pour montrer le pays. La prochaine fois où je viens, je vais à Goma pour faire une émission du débat africain, comme je le fais dans d'autres pays. Je suis allé au Burkina, je suis allé à Banfora, qui est une ville que personne ne connaît, je suis allé à Bobo Dioulasso. Donc j'estime que nous devons un peu montrer l'intérieur de notre pays, ne pas montrer que la façade. Cette émission est très suivie. Merci. Très suivie. Merci. Et mais je ne savais pas que ça ferait le buzz à ce point-là. Mais ça fait l'interview parce que tout ce que Moïse Katumbi a pu dire, il ne l'a pas encore dit. C'est vrai. Et ça a de l'influence sur ce qui va se passer dans quelques jours. Non, il s'est lâché. Hein. Tu lui as demandé, quelles étaient ses relations avec Joseph Kabila. Oui. Les gens ont compris, ont écouté. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il compte faire maintenant avec Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il va être informateur? Est-ce qu'il va se venger par rapport à ce qui s'est passé à Genève, etc. Globalement, c'est quel Katumbi que tu as interviewé? Moi, j'ai rencontré un Katumbi qui était libéré et qui était à l'aise. On est allé à la ferme, il est dans son environnement, et il m'a dit, et je lui ai dit, bon, tu connais le principe de l'interview avec moi. Il n'y a pas de complaisance, et moi je suis cash. C'est peut-être ce qui fait mon cachet. Et qu'il n'y a pas de question taboue. Il m'a dit, Alain, si je t'ai fait venir, si j'ai accepté de faire l'interview avec toi... Tu n'as pas envoyé questionnaire? Jamais de questionnaire. À ça, je te le jure sur ce que tu veux. Jamais, dans ma démarche journalistique, je suis à une trentaine d'années, je n'ai jamais donné de questionnaire à qui que ce soit. Il y a un chef d'État, un général, un dictateur. Je pense que les chefs viennent avec moi pour montrer qu'ils peuvent parler. C'est le sentiment que j'ai. Ils découvrent avec moi. Mais jamais je n'ai donné de questionnaire à qui que ce soit parce que je n'en ai même pas. Et si tu regardes sur la plupart des interviews, je n'ai même pas de papier. Je n'ai pas de papier, donc je ne peux pas donner de questionnaire. Mais comment il peut avoir osé dire autant de choses sur Joseph Kabila, sur... Félix Tshisekedi, sur lui-même. Sur lui-même. Mais moi, je suis le premier surpris. Il est libéré de quoi? Je suis le premier surpris parce que je pense qu'aujourd'hui, il arrive à un moment où il se dit, il faut que les gens me découvrent, il faut que les gens me connaissent.
le vrai Katumbi. C'est le sentiment que j'ai, c'est pas qu'il me dit ça, hein. Je ne vais pas donner l'impression qu'il m'a fait de confidence. Il n'y a pas eu de confidence de quelque nature que ce soit. Si, un peu quand même. Non, pas vraiment, parce qu'on a fait Il a dit qu'il était l'interview. plus riche avant, ou déjà riche avant de venir. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, je veux dire, Il a dit en qu'il marge, il est toujours dans l'opposition et qu'il n'est pas... qui n'est pas dans la majorité. Oui. Ouais, et qu'il critiquera ce qu'il a critiqué et il félicitera ce qu'il y a félicité. Est-ce qu'il est sincère en disant ça? Je ne sais pas. C'est aux Congolais de juger dans les mois qui vont venir. Alors, tu es un grand observateur de la vie sur le continent africain. Tout à l'heure, on mettra les grands hommes que tu as pu fréquenter. Quel est ton point de vue sur la République démocratique du Congo et sa classe politique? Honnêtement, comme j'ai toujours parlé, je trouve que c'est un grand gâchis. Un gâchis. Un énorme gâchis. Un énorme gâchis. Quand on arrive au Congo, on rencontre des gens qu'on aime, qui ont des qualités extraordinaires, il y a de la ressource humaine, etc. Et que tu te dises que ce pays n'a jamais décollé parce qu'il y a des hommes politiques qui ne pensent qu'à eux pour la majorité. Des égoïstes. Ça t'attriste. Quand tu penses que ce pays-ci peut porter le continent et qu'on n'a rien fait, pendant toutes ces années, tous ceux qui se sont succédés n'ont pas donné le maximum d'eux-mêmes pour dire je mets le pays en avant, ça te déprime un peu. Bien sûr, ils ont des freins. Bien sûr, il y a des difficultés à faire tomber les vieilles habitudes qui étaient installées depuis le temps des Belges. Mais on est 60 ans après. Je prie chaque jour que ces hommes politiques, à un moment donné, se retrouvent pour dire c'est où l'intérêt de notre pays. Et fassent tomber leurs conflits personnels, leurs guéguerres personnelles pour s'occuper du pays. Parce que le potentiel est énorme. Mais en même temps, je suis optimiste. Très optimiste. J'ai rencontré des gens qui sont dans des domaines qui, pour nous, étaient considérés pendant longtemps comme l'affaire des grandes firmes internationales. Pour parler vulgairement, c'était l'affaire des Blancs. L'énergie, les mines, la finance. On voit des cadres africains, des Congolais. ici, des Congolais qui sont en train de prendre des places importantes dans ce domaine-là. Je me dis, peut-être, je prie Dieu qui me prête vie pour pouvoir voir ce changement. Mais je me dis, si on donne la place à ces gens-là, ils vont devenir des grands champions. Et puis, tu me donnes l'occasion. Je t'en prie. Je regarde le Nigeria, et je regarde ce qu'a fait Obasanjo, et je me dis, c'est le moment pour les Congolais de faire ce qu'a fait Obasanjo. Qu'a-t-il fait Obasanjo? Fabriquer des champions nigérians. Des riches Nigériens. Des riches, des multimilliardaires nigérians. Quand vous regardez Dangote aujourd'hui, tout le monde est content de parler de Dangote. Absolument. Vous voulez gagner un gros marché au Nigeria, ça passera par un Nigérian. Quel que soit ce que vous allez faire, qu'on arrête de faire des Congolais des sous-traitants. Non, qu'on leur donne des marchés et que ce soit les firmes internationales qui sous-traitent chez les Congolais. Qu'on fabrique des milliardaires, des grands hommes d'affaires qui vont donner envie aux jeunes de rester sur place et de se dire je peux devenir comme eux. Jean-Marie, je ne vais pas te flatter, ce n'est pas mon genre. Mais quand tu montes ta télé, qui t'aide? On pourrait monter la plus grande chaîne de télévision ici. D'accord? Et que ça donne envie aux autres de se lancer dans ces secteurs d'activité. Mais si toi, Jean-Marie, tu montes, tu n'as pas les moyens, tu trimes, etc. Mais les gens ne vont pas regarder ta chaîne de télévision. Or, ça m'attriste parce que tous vont regarder les chaînes internationales où on a mis des budgets importants. Et suffisamment de budget. Voilà. On doit fabriquer des milliardaires africains pour que les autres viennent sous-traiter chez les milliardaires africains et que ça donne envie aux Africains de ressembler à eux. J'ai lu tout à l'heure dans un message qu'on m'a envoyé, demander à l'Infoca pourquoi il est toujours dur avec l'Afrique francophone, l'Afrique centrale, et qu'il jette souvent des fleurs aux pays anglophones, à l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-il dur avec ses propres frères? Mais les chiffres sont là pour parler. Le plus gros développement, les plus gros chiffres de croissance sont où? Ce n'est pas en Afrique centrale. Hein. En Afrique centrale, c'est comme si on nous avait maudits. Montrez-moi un leader qui a fait quelque chose d'extraordinaire en Afrique centrale ces 20 dernières années. Je cherche. Franchement, peut-être j'ai tort, hein, mais Jean-Marie, tu connais autant que moi cette région. Qui te donne envie de ce leader? Or, là, Jerry Rawlings est mort. Qui n'a pas pleuré Jerry Rawlings? Qu'est-ce qui n'a pas changé dans son pays?
Quand tu regardes le Ghana, et puis toi tu voyages, on parle de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi je vends de l'Afrique de l'Ouest? Tu es arrivé à Abidjan. Abidjan a totalement changé à quelques années. Complètement, Ouattara a tout changé. Bien. Absolument. Quand tu arrives à Dakar, nous qui sommes frimeurs ici en Afrique centrale, Dakar a changé. On est en train de faire un TER en Afrique, à Dakar. Un TER que tu ne vois qu'en Europe et les meilleurs. On a fait des autoroutes dans ces zones-là. Je veux bien respecter nos dirigeants ici, mais c'est le résultat qui doit parler à leur place. Pour que j'aille d'ici, dans le Katanga, je ne peux pas aller par la route. Oui, absolument. Je ne peux pas aller par la route. On est d'accord là-dessus. Mais celui qui va de Dakar à Niamey peut aller par la route. C'est normal? Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Et quand tu vas en Afrique australe, je ne veux même pas parler de l'Afrique australe. Donc ce n'est pas que j'ai quelque chose contre l'Afrique centrale qui est ma région. C'est quoi ces dirigeants de l'Afrique centrale? Le leadership, tout simplement. Que nos chefs deviennent respectés et respectables, qui donnent envie de les respecter, qui se décident, qui s'engagent dans quelque chose. Mais qui s'est engagé dans quoi? Il y a quelques années, oui, je croyais un peu à certains chefs, je ne vais pas forcément les citer, mais qui étaient des jeunes qui sont arrivés, qui en avaient envie. Bon, il y en a un, la maladie a fait que, bon, la dynamique du départ n'est plus la dynamique d'aujourd'hui. J'espère que les choses vont s'arranger. Du Gabon, là. Oui, pourquoi pas, je ne dois pas avouer. Mais ils étaient tournés vers l'Asie, ça leur coûtait un peu cher par rapport à la France. Ce n'est même pas l'Asie parce qu'il avait des vrais projets. Honnêtement, Ali a commencé avec des vrais projets. Mettez-moi la photo avec Ali Bongo. On en a discuté des soirs, des nuits, etc. Il avait des belles idées, oui. Ali. Il a des belles idées. Ali Bongo avec Alain Foka, on sent des amis. Oui. C'est quelqu'un que j'aime profondément parce que quand il est arrivé, on rêvait d'une Afrique qui change. Mais les fils de son père, hein? Ancien ministre de la Défense. J'ai connu son père. J'ai connu son père, mais je vais dire, c'est pas l'Ancien Testament. Tu ne payes pas pour les péchés de ton père. Je vais dire, Jean-Marie, je ne peux pas te juger par rapport à ce que ton père a été, je ne le connais pas. Mais ce qu'il a fait, c'est pas ça le plus important. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé aux affaires en disant on va changer ceci, on va changer ceci, on va changer cela. Il y croyait vraiment? Il y croyait. Il y croyait. Maintenant, j'en sais rien, hein. Je veux dire, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. On dit le péché d'Ali Bongo, c'était un divorce un peu trop précoce avec la France. Il a été trop cash avec Sarkozy. Il voulait tout chambouler, alors que les réserves d'échange du Gabon, l'Afrique, enfin CFA, c'est en France. Tout se passe avec la France. Pourquoi il est parti en Malaisie? Pourquoi tous ces Asiatiques venaient pour exploiter le pétrole, pour ne pas dire le bois gabonais? Cet aspect-là, je ne le connais pas. Je ne vais pas faire celui qui connaît, je ne connais pas. Ce que je sais d'Ali, c'est qu'il voulait changer de pays, qu'il voulait redistribuer les richesses, c'est ce qu'il me disait. C'est vrai qu'il a eu quelques soucis avec des groupes importants français, c'est vrai. C'est vrai qu'il a lancé un audit extraordinaire sur une compagnie pétrolière locale, oui, qui ne payait pas ses impôts, et que ça n'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé du tout. Maintenant, on peut le juger que parce qu'il s'appelle Ali Bongo. Sauf que ce délit de patronyme, à un moment donné, 40 ans de son père, en plus lui-même. À un moment, il faut en sortir, il faut le juger sur ce qu'il pouvait faire ou pas. Mais maintenant, j'ai peut-être tort. Sauf que celui que j'ai connu, oui, que je vois plus depuis longtemps déjà, ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, parce que je le connais bon vivant, oui, etc., et que ça m'affecte de le voir un peu moins. Là, c'était avant ou après? Ça, c'était quelques mois, c'était même moins d'un mois et demi avant son AVC. Ouais, ouais. Et c'est quelqu'un que j'aime profondément, je ne vais pas faire semblant. Donne-moi une autre photo parce que j'ai vu, voilà. Alors, là, on ne sent pas les journalistes. Ce qu'on reproche très souvent à Foka, c'est cette proximité avec les chefs d'État. On a l'impression que vous êtes à la fois, enfin vous, journaliste un peu panafricain d'un certain niveau, à la fois confident, proche des chefs d'État, vous soufflez dans leurs oreilles des choses parfois que le petit peuple ne comprend pas. Là, tu disais quoi, Ali Bongo? Là. Non, là, je vois ce dossier bleu. Nous parlions à l'époque de... il expliquait son projet sur le projet Graines. Il avait un projet qui était d'amener les Gabonais à l'agriculture.
L'agriculture. L'agriculture. Mais parce qu'on dit les Gabonais aiment la bureaucratie. Voilà. Et notre débat a toujours été là-dessus. Hein. Oui. C'est-à-dire, je disais à Ali, il faut amener les gens à aller au champ et à produire ce qu'ils mangent. Et il a fait un projet qui s'appelle le projet Graines, qui est un bon projet. On donnait les plantations aux gens et on leur permettait d'aller dans l'agriculture. Et nous avons eu tellement de débats là-dessus parce qu'il estimait que je le bousculais. Puisque la proximité dont on parle, je crois, hein, Oui. je le crois, la proximité dont on parle, c'est que je parle franc à ces gens-là. C'est-à-dire, je leur dis quand ça Pas de marche pas, flatterie. il n'y a pas de... Je pense que toi, tu me connais, Jean-Marie. Très bien. Je n'ai jamais cherché à cirer les pompes. C'est pas mon truc. Et je pense qu'ils ont besoin de vérité, les chefs. Tous ceux qui viennent leur dire, vous êtes beau, vous êtes le plus intelligent, comme si lorsqu'ils ont été élus, d'un coup, ils étaient le plus intelligents. Mais ils ne sont pas si bêtes que cela, parce que quand vous leur dites, vous avez tort, monsieur le président, sur tel ou tel aspect, il a envie de vous écouter. Et je pense que ce qui s'est passé pendant toutes ces années, c'est que j'étais contrariant. Je suis quelqu'un de contrariant parce que quand c'est pas bon pour moi, je viens, je te dis, c'est pas bon. Je n'attends pas que tu me nommes ministre. Je veux dire, je ne veux pas devenir ministre au Gabon. Il n'y a pas de risque. Et je n'attends pas que tu fasses quoi que ce soit pour moi. Je suis journaliste à RFI et à France 24 de temps accessoirement. Mais le truc, c'est de venir et dire à nos chefs ce que les journalistes européens aussi font avec leurs chefs. Oui. Parce que quand tu te souviens, toi qui as vécu en France, ceux qui étaient proches de Mitterrand, très souvent, les journalistes français, on ne leur a jamais reproché cette proximité. Non. Hein? Tu les connais, je ne vais pas citer les noms ici. Ceux qui étaient proches de De Gaulle, ceux qui étaient proches de Sarkozy, Même on ne aujourd'hui leur a avec pas... Macron. Même aujourd'hui avec Macron, c'est des confrères qui discutent avec eux. Personne ne leur fait ce reproche. Parce qu'ils ont besoin de discuter aussi pour savoir quelle est la réalité du terrain. Moi, quand j'arrive, ils ont envie de discuter avec moi. Ils savent que je ne vais pas leur dire des Cirer bêtises. les pompes. Voilà. Et souvent, les conseillers et autres ministres n'aiment pas beaucoup parce que j'arrive et je dis le contraire de ce qu'ils ont dit au chef. Donc, ils me tapent dessus. Une autre photo. Aujourd'hui, tu vas tout me dire parce que... Je veux une autre photo d'un autre chef d'État parce que tu as réussi un coup. Voilà. Avec Alassane Ouattara, on sait que c'est un grand commis, un ancien économiste au Fonds monétaire international, président, il vient de se faire élire, etc. Qu'est-ce que tu penses d'Alassane Ouattara? Je pense qu'Alassane a été un grand président pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Très grand président, parce qu'il a changé, il est arrivé, je ne cherche pas à juger comment il est arrivé au pouvoir ou pas. Je suis journaliste, je l'ai dit suffisamment dans mes émissions et dans les débats que j'ai pu organiser, mais je pense qu'il a quand même changé pas mal la Côte d'Ivoire. Là où j'ai été un peu contrarié, c'est le fait qu'il ait fait un troisième mandat. Je l'ai dit de façon claire et nette. Mais c'est un président avec qui on pouvait discuter d'économie et qui parlait économie. Qui parle économie. Il parle des chiffres. Oui. Quand vous discutez avec lui, il vous fait comprendre qu'il connaît son dossier et qu'on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Il connaît. Mais est-ce que ce troisième mandat, c'est une erreur de plus? Le temps va nous le dire. Mais je pense que j'ai fait une petite vidéo qui a été virale où je saluais le fait qu'il ait dit « S'il vous plaît, laissez-moi aller me reposer. Oui. » Quand à 20 ans, à 40 ans, on n'a plus les mêmes réflexes qu'à 50, etc. J'avais trouvé ça extraordinaire et j'en avais fait d'ailleurs la promo. J'étais très content. Quand il est revenu dessus, j'ai été contrarié. J'étais embêté parce que je me suis dit « Mais si tu demandes à aller te reposer, va te reposer. » La Côte d'Ivoire a forcément des gens qui peuvent continuer le parcours. Mais on a dit que Gon Coulibaly était un faux dauphin, fabriqué. On savait pertinemment qu'il était condamné par la maladie. Non, j'ai entendu beaucoup ça, mais j'y crois pas. Mais ce n'est qu'un point de vue. J'y crois pas parce que j'ai rencontré Gon Coulibaly pendant que il était choisi, avant même qu'il ait été choisi, nous en avons discuté. Gon ne savait pas qu'il allait décéder. Je veux dire, on n'est pas le bon Dieu pour savoir qu'il va mourir. Est-ce que la France l'a aidé un peu? Non. On a dit la mort de Yasser Arafat, c'était un peu pour aider Israël, et puis la mort de Gon Coulibaly, c'était pour aider Alassane J'y crois pas. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais j'y crois pas. Moi, je sais que j'ai parlé à Gon Coulibaly une semaine et demie avant, qui essayait de me rassurer, parce que comme tous les journalistes, je voulais savoir s'il était dans le coma, comme on l'a dit. Oui. Ce qui n'était pas le cas. Et Gon, si on dit qu'on l'a aidé en faisant qu'il revienne... Les intérêts supérieurs. Non.
j'y crois pas. Bon, maintenant, je suis pas le bon Dieu, hein. Mais ce que j'en sais, c'est que je ne crois pas qu'on l'ait aidé. Je pense qu'Alassane voulait vraiment partir. Mais qu'il voulait un dauphin. Déterminé à revenir sur sa parole et surtout d'ailleurs que il y a eu complètement un désaveu général. On a vu les jeunes comme les chanteurs Méoué, on a vu toute la classe politique, le vieux qu'on a bédié, et les autres d'ailleurs. C'est reconstitué un front contre lui, contre Vanzemare. Il est allé jusqu'au bout. Il les a même arrêtés. Jusque-là, si tu m'invites dans 6-7 mois, peut-être que j'aurai discuté avec lui et qu'il me l'aura expliqué. Parce qu'en réalité, jusqu'à maintenant, je me dis, quel que soit ce qu'on dit, il y avait d'autres Ivoiriens qui auraient pu prendre la main. Maintenant, il y a des choses que je ne sais peut-être pas. Mais je crains qu'il ait loupé sa sortie avec ça. En Côte d'Ivoire aujourd'hui. Non. Basculer, j'y crois pas parce que je pense que les Ivoiriens ont connu le pire et qui n'ont pas envie de recommencer avec ça. Et puis qu'il y a eu un développement pendant toutes ces dernières années, qu'ils vont s'asseoir autour d'une table à un moment ou à un autre pour discuter. Et on va. La preuve, on a rendu le passeport. Guillaume Soro peut revenir. Je l'espère. La parce que ce qu'il a loupé, de mon point de vue, sur le plan économique, il a bien travaillé. Celui qui dit le contraire, ça se voit. Oui. Quand tu arrives à Abidjan, respect. En revanche, le point où je pense qu'il y a eu un manque, où je pense qu'il n'a pas réussi, c'est sur la réconciliation des Ivoiriens. Et je pense que est-ce qu'on est revenu à l'ivoirité? Je ne sais pas si on peut revenir à l'ivoirité telle qu'elle était faite. Bon, il y aura toujours ce genre de débat en Côte d'Ivoire, comme il y en a ici. Hein. Je veux dire, j'ai écouté ici, on disait qu'on est en train de faire une république des Kassaïens. Absolument. et là, c'est encore de la confidence, là. Non, parce qu'il parle, quelquefois, il me parle parce que je suis l'Africain du coin. À l'international, on n'est pas très nombreux dans la presse, tu le sais, des Africains, qui comprennent la problématique réelle de notre continent. Donc, de temps en temps, il me parle. Et puis, il m'encourage aussi, parce que j'ai fait un magazine d'histoire, par un Africain, ça n'avait pas beaucoup existé. Il y avait l'aîné qui est ici, pour qui j'ai le plus grand respect, et je l'ai toujours dit, Eli Kiambokolo. Mais celui qui faisait de l'histoire factuelle, il n'y en a pas eu beaucoup sur notre antenne à RFI et à l'international. C'est l'unique émission, malheureusement. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup. Et eux, ils me disent à chaque fois, n'arrête pas, il faut le faire. N'arrête pas. Qui finance. Sauf que personne d'entre eux ne finance, c'est ça le problème. S'ils pouvaient tout de suite dire, on va financer Archives. Il faut financer Archives d'Afrique. Parce que pas Alain Foka, Archives d'Afrique. Voilà. Parce que Foka, c'est l'unique émission qui retrace avec fidélité la vraie histoire de notre continent. Et j'aimerais une autre photo parce que j'aimerais bien qu'on parcourt, c'est votre vie, vous, journalistes internationaux, évoluant en Europe principalement, et avec ce président sénégalais, que j'ai connu d'ailleurs, là, vous vous dites quoi? Je suis venu voir Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade, au début de son premier mandat, me dit, moi j'ai des projets. J'ai des projets de construire ci, il me parle de ses projets, il me raconte tout ce qu'il a envie de faire. La porte du millénaire, etc. Oui. Et je suis séduit par les présidents qui ont de l'envie, qui ont envie de faire des choses. Et surtout que je connaissais Abdoulaye Wade avant qu'il n'arrive aux affaires, quand il était... opposant à Paris. Voilà, on va dire, je pense que tu connais on l'a vécu tout ça, absolument. Et j'arrive, il me dit, Alain, voici ce que j'ai envie de faire, voici ce que j'ai envie de faire. Et il m'amène dans la salle où il avait toutes ses maquettes. Oui, on envoie une maquette là sur le bureau. Il m'amène dans la salle où il avait toutes ses maquettes. Il me dit, voici ce que j'ai envie de faire. Je suis admiratif. Et j'ai dit, pourvu que tu arrives à le faire. Bon, chacun jugera. La porte, il a fait quand même à Dakar. La porte du millénaire, oui, avec Pierre Goudiaby à Tepa. Il a fait quand même, il a lancé l'aéroport qui est terminé. Oui. Macky Sall, c'était son Premier ministre. Etc., etc. Oui, il y a eu des choses. Le Sénégal se construit. Hein. Le Sénégal se construit beaucoup et je pense que les gens vont être. Mais sur le plan économique, le Sénégal, c'est quand même une catastrophe. Ça marche bien. L'exclusion de Karim Wade, les procès, mais sur le plan économique, Dakar, etc. Tout sur le plan économique, je pense que les choses commencent à être meilleures. Je pense, hein, c'est bon. Mais politiquement parlant, quand on voit Idrissa Seck revenir maintenant. Quand c'est un Congolais qui dit ça, on a envie de rire. Pourquoi? Attends, la démocratie, c'est le seul pays où il n'y a pas eu de coup d'État jusqu'à maintenant.
C'est le seul pays où il y a alternative. Et nous, en Afrique centrale, on est les champions de la chose. Hein. Bon, il y a quand même le Mali, hein. Oui, le Mali, c'est un autre cas qui est assez singulier et qui nous attriste. Une autre photo. Voici... Cellou Dalein Diallo. Parlons-en un tout petit peu des opposants africains. Alors, Cellou Diallo, c'est un ancien Premier ministre, Oui. Un homme d'affaires, mais cette complicité avec vous, on dirait Foka avec Katumbi. alors c'est avec Katumbi. Regardez. Bon, d'accord, on va dire que j'ai cette proximité avec Katumbi, sauf même que si je dis aux gens que Katumbi et moi, on ne se connaissait pas jusque-là, personne ne me le croira. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Là, avec Cellou Dalein Diallo, c'est qu'ils organisent un truc à Paris, enfin, la diaspora organise un truc à Paris où ils veulent me donner un prix. Je ne m'attends pas à un prix du tout. Le prix du journaliste africain de l'année. Et on m'invite en me disant, viens, tu vas faire un discours d'ouverture. Ah, bon, je ne suis pas très discours, mais je ne vais pas faire mon intéressant, et je dis, je viens. Et quand j'arrive, je suis dans la salle, j'attends de faire le discours, on m'appelle pour me donner un prix, et qui doit remettre le prix? C'est Cellou Dalein Diallo. Et il me félicite, il dit qu'il est un fidèle auditeur d'Archives d'Afrique. Et il me fait l'accolade. C'est ce qu'on est en train de se dire. Okay. C'était la première fois où je rencontrais Cellou Dalein Diallo. Mais on dit que c'est un mauvais perdant, un vent en guerre, il a fait tuer beaucoup ses compatriotes. Ça va. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. J'estime que c'est un homme politique qui se bat pour son pays. Mais est-ce que son combat contre Alpha Condé, est-ce que c'est sincère? C'est un combat sincère. Il a envie de prendre les rênes de ce pays. Bon, maintenant, Alpha fait partie, ça ne va pas plaire aux gens quand je vais dire ça. Je t'en prie. Ça ne va pas plaire aux gens, et en tant que journaliste, peut-être je ne devrais pas dire ça, mais bon, il faut dire les choses, la vérité, c'est la vérité. Oui. Il fait partie des gens qui m'ont déçu. Alpha Condé? Oui, totalement. J'estime que quand on est intellectuel, qu'on a été dans l'opposition comme il l'a été, qu'on est venu, on a fait 2 mandats, on doit avoir la correction de s'en aller et de ne pas devenir l'homme providentiel. Et il a dit qu'il avait un dessein pour la Guinée. Oui, bien sûr. Tous les dictateurs disent qu'ils ont un dessein pour leur pays. Je ne sais pas pour lui, et puis je ne m'intéresse pas trop à... Mais j'estime qu'à un moment donné, si on n'a pas su fabriquer un dauphin, c'est qu'on a un problème. Il ne voulait pas dire que c'est comme dans une famille. Oui. Jean-Marie, tu ne vas pas rester éternellement là parce que tu as peur que ton foyer disparaisse. Non. Tu dois préparer ton fils ou préparer ton neveu à l'africaine pour qu'il prenne la main. J'ai un peu de mal avec ces gens qui estiment que s'ils partent, le pays va s'effondrer. Moi, je crois pour les hommes providentiels. Même si je ne suis pas pour la limitation des mandats. C'est ça le paradoxe. Je ne crois pas que forcément 2 mandats, ce soit une loi telle qu'on doit y... On a vu que Ouattara a dit qu'il était fatigué de ces Blancs qui veulent toujours qu'on limite des choses pour les Africains. Oui, parce qu'en réalité, on peut faire 3, 4, 5, 6 mandats. Ce n'est pas ça le plus grave. Si tu gagnes dans les urnes, c'est que la population est d'accord avec toi. D'accord, pourvu que les urnes soient bien faites. Je ne suis pas sûr les règlements qui disent 2, parce que même les pays qui font 2 mandats aujourd'hui n'ont pas toujours été à 2 mandats. Ce n'est pas ça la question. C'est plutôt savoir passer la main quand on a fixé des règles. Les règles, il faut les respecter. Si on ne respecte pas les règles, on ne sait pas où on va. Est-ce que je peux être aussi direct avec toi? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es fier d'être Camerounais? Oui, bien sûr que je suis fier d'être Camerounais. Alors, même si je n'aime pas ce qui se passe chez moi. Mais justement, j'allais poser l'impression, celle-là. C'est un peu la chienlit chez moi. Entre Kamto et Paul bon. Biya, qui a tort, qui a raison? Entre eux Kamto. Kamto, c'est le leader anglophone. Non, c'est pas le leader anglophone, c'est le... Mathieu Bamileke. Oui. Biya et Betty, pardon. Betty. Que le Moi, je vois pas ça a géré ce pays. Vous gérez l'économie, etc. Mais Kamto, anglophone, non, qui aimerait que les choses bougent. Bamileke. Bamileke. La question que tu me poses est une question qui m'embarrasse. On est suivant quand même. Oui, la question que tu me poses est une question qui m'embarrasse parce que dès que tu parles du Cameroun, les gens ramènent ça à la tribu. Ce qui est on va dire que bon, c'est-à-dire je ne serai plus Alain Foka journaliste, je serai perçu comme Alain Foka Bamileke tout court. Mais ce qui est absurde. Oui. Parce qu'en réalité, toi et moi parlons d'Afrique centrale, on voit que tout est à l'arrêt en Afrique centrale.
Et je ne sais pas moi qui ai dit qu'à 80, 85 ans, on n'a plus les mêmes forces qu'à 60 ans ou à 50 ans. Mais c'est gâché au Cameroun avec il y a eu gâchis beaucoup de morts d'ailleurs. C'est un gâchis Entre extraordinaire. les anglophones et il y avait l'autodétermination. Il faut qu'on sorte de cette façon de voir toujours ça en termes de tribus. Je veux dire... Est-ce qu'il y a l'hégémonie Bamileke, disons-le? Mais c'est absurde. Parce que ça veut dire quoi, l'hégémonie Bamileke? Vous voulez toute l'économie, vous voulez maintenant la politique. Mais c'est absurde de penser ça. Et du coup, on a oublié que ceux qui tiennent l'économie, ce sont des étrangers. Mais pas au Cameroun, hein? Si. Si. Regardez les chiffres. Les grands groupes qui sont là sont des groupes étrangers. Bon, mais comme on a fait le cinéma en disant oui, mais tous les commerces, le commerce, c'est des petits commerces, qui tient la vraie industrie? C'est débile, quoi, de penser comme ça. Au lieu de défendre nos intérêts, on est en train de se taper dessus en termes de tribus, en termes de ceci, en termes de cela. Ça veut dire quoi même? Quelqu'un m'a dit d'ailleurs, c'est les messages que j'ai reçus, bon, Bamileke, mais ils ont tué la compagnie nationale. Laquelle compagnie? Avec Fosso. Mais Fosso n'était pas patron de la compagnie, c'était une compagnie publique. Et Fosso n'est pas celui qui a tué la compagnie. Chacun sait pourquoi la compagnie est morte. C'est un débat tellement éculé que je me dis, je descends dans le caniveau à discuter de ça. Très honnêtement. Je pense que les Africains, comme dans ce pays, comme dans d'autres, doivent se débarrasser de ces particularismes géographiques, régionaux, qui sont éculés. Quand tu regardes ceux qui parlent, celui qui dit, il est Bamileke, dans son ménage, il a une femme Betty, il a une femme Bassa, ou bien il a des enfants, il a des neveux qui sont de telle ou telle région. 67% du Cameroun est métissé. Moi qui vous parle, mes deux premiers enfants, au-delà de ma femme qui n'est pas camerounaise, mais mes deux premiers enfants que j'ai eus avec une camerounaise sont Betty, enfin avec une femme Betty. Difficile, hein? Est-ce que je dois lutter pour les Bamileke ou pour les Betty qui sont ma descendance? Mais ces enfants, pourquoi je dois les mettre dans des cases? Ils ne sont pas nés au Cameroun, ils ne savent même pas ce que ça veut dire Betty et Bamileke. Ils savent même pas. Est-ce que l'échec des Kamto, ce n'est pas, et on va finir sur le Cameroun, la revanche des Bamileke sur les Douala, les Betty, les autres qui ont géré depuis Aïdjo jusqu'à Paul Biya aujourd'hui? C'est une vue de l'esprit. Jean-Marie, je vais être un peu cash là-dessus, encore un peu plus. Jean-Marie, quand tu dis tu es de telle ou telle région aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas l'air un peu ridicule? Puisque tes enfants, ils sont du village d'où tu viens? Ah non, absolument pas. Surtout pas moi. Ton frère, est-ce qu'il a épousé une femme de chez toi? Du tout. Est-ce que ton cousin a épousé une femme de chez toi? Non. Donc les gens ont loupé un train. Quand ils regardent toujours les particularismes, ça c'est régionaux. Ça c'est l'arme des faibles, des hommes politiques qui veulent diviser en telle région contre telle région. Telle région, tu entends les gens ici qui disent que les Kassaïens, que la République des Kassaïens contre... C'est débile, parce qu'en réalité, quand tu regardes, on s'est tellement mélangé. Je viens de te dire que mon pays, 67% des gens sont mélangés. Ceux même qui sont en train de rendre ça régional. Hein? Il y a des élections qu'on a même boycottées là. J'ai dit ceux qui sont en train de rendre ça, d'en faire des particularismes régionaux. Quand vous allez dans leur famille, ils ont des enfants qui sont de plusieurs tribus, hein, et c'est très amusant. Alors, revenons à RDC. Voilà, revenons à RDC parce que ce sujet aux oreilles de président. Fraîchement élu, Félix Tshisekedi à Paris certainement. Oui. Et vous avez réussi. J'aimerais bien qu'on mette cette photo. Avec Alain Foka et plusieurs, on reviendra à celle-ci après. Alain Foka avec plusieurs chefs d'État, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réalisé. Oui, un journaliste panafricain qui remet sur le même plateau le président du Niger, le président du Tchad et les tout nouveaux présidents de la RDC. Comment ça s'est passé? Ça se passe que les présidents africains ont conscience qu'ils doivent pouvoir parler ensemble. D'un, et puis que de deux, il y a des journalistes qui les comprennent peut-être mieux que des autres. Je veux dire que ça ne me choque pas qu'un président slovène ou allemand, grec et autres prennent un journaliste blanc pour les interviewer. Est-ce que ça te choque? Quand tu regardes, ça a toujours été ça. Donc que les présidents africains décident que nous, on veut parler à un Africain, je ne vois pas où il est le débat. C'était quoi? Un coup de bol? C'était un coup de Non, chance? ce n'était pas un coup de bol. C'était que j'ai vu chacun des présidents en disant,
Voilà, vous venez au Forum de la paix à Paris. Peut-être que pour une fois, vous devez vous asseoir pour débattre, pour qu'on entende votre point de vue. Puisque jusqu'à maintenant, on n'entend que le point de vue des autres. Là, on entendait le point de vue de Macron sur la paix au Mali, etc., sur la paix dans le Sahel, étaient aussi là, hein. etc. Donc j'ai dit, mais asseyez-vous et qu'on entende votre point de vue. Et ils ont dit, avec toi. Et j'ai été honoré, très honoré, parce que le président Félix Tshisekedi a dit tout de suite, Alain, je vais avec toi. Le président Issoufou m'a dit, Alain, c'est quand tu veux. Et le président Déby m'a dit, ça se passe où? Oh. Et il est venu, et ils se sont assis, on a fait 40 minutes d'émission. C'est vrai que ça n'a fait jaloux, jamais ça. existé au monde. Ça fait beaucoup de jalousie. Oh là là. Il y en avait qui avaient envie de me couper la tête. Parce que c'est le nouveau défi qui va mettre 3 présidents sur un plateau. Mais on ça a n'est dit que jamais c'était arrivé. juste une fois, mais tu as récidivé. Oui, j'ai récidivé parce qu'il y en avait qui disaient c'est un coup de bol. Oui. J'ai dit, ben arrêtez. J'ai la chance aujourd'hui que ces chefs d'État-là aient conscience qu'ils veulent parler à des Africains, qui n'ont pas forcément besoin pour que leur message passe de passer par des journalistes non africains. Et donc, j'ai récidivé à Dakar avec Alassane Dramane Ouattara, avec Macky Sall et avec la patronne du Fonds monétaire international qui n'était pas une Africaine. Absolument, Lagarde. Alors, revenons à Non, Félix. pas Lagarde, c'était Georgina, c'était déjà Georgina. Celle qui a remplacé Georgieva. Lagarde. Alors, voyons la photo dont je parlais. Je veux que tu sois sincère, Oui. direct. Oui. Les Congolais te suivent et te regardent. Qu'est-ce que tu penses de Félix Tshisekedi? Sincèrement, je l'aime bien. Sincèrement, je l'aime bien parce qu'il a apporté un style différent. Je vais peut-être te choquer parce que je sais que tu es très kabiliste. Hein? Bon, ça c'est ton point de vue, mais je pense qu'on peut l'assumer, oui, absolument. Voilà quelqu'un qui parle aux gens. Il parle aux gens. Pour un journaliste, un président qui parle à la presse, même s'il n'est pas à l'antenne, qui discute avec toi, qui est prêt à échanger avec toi, je suis plus à l'aise. Mais ici, au Congo, je n'avais plus vu ça depuis Mobutu. C'est vrai que Mobutu était trop solennel. Moi, j'ai hein? interviewé Mobutu 5 ou 6 fois. Mais solennel, Et c'était très, très... protocolaire. C'était protocolaire, mais quand il était assis, ça partait. Et ça, j'aimais bien. Or, du coup, j'ai là un président qui parle d'économie. Qui parle... Là, on parlait d'économie. Je disais, quand est-ce qu'on sort du tout mine pour entrer, pour diversifier l'économie congolaise? Et on a eu un long débat là-dessus. Avec lui. Avec lui. Parce que je me dis, quand ils arrivent vers moi, je dois être un peu le porte-parole du reste. Est-ce que tu le sentais sincère? Je suis mal placé pour juger, mais je le sentais. Je pense qu'il le pensait, puisque je lui ai dit, et il m'a dit, on doit en finir avec les mines, on doit faire de l'agriculture, on doit faire autre chose. Ce qui est le bon sens, tout simplement. Bon sens. Et je pense que si j'avais même rencontré le président Kabila, il aurait dit la même chose. Et politiquement, comment il va s'en sortir? J'en sais rien, moi, c'est à toi de me le dire. Non, non, mais c'est moi qui Jean-Marie, c'est moi je qui ne suis pas congolais. C'est moi qui pose des questions. Ça y est. Prends pas le joker, hein? Les Congolais te suivent. Non, mais je vois qu'il vient de faire un coup extraordinaire. Voilà quelqu'un qui n'avait pas de majorité, qui était tenu par un camp dans son alliance FCC Cash, où personne ne lui donnait plus de considération, qui a retourné le truc, qui aujourd'hui va probablement avoir une majorité, qui avait une Assemblée nationale qui ne lui était pas acquise, et qui avait même des gens qui lui manquaient de respect aujourd'hui. Il a rebattu les cartes. Il est plutôt malin ou il est un grand politique? Les deux, je crois. Mais bon, ta question, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire? Je ne sais pas ce que tu mets dans malin et ce que tu mets dans grand politique. Il a été un stratège politique sur ce coup-là, oui. Maintenant, le reste, qui suis-je pour pouvoir le juger? J'en sais rien. Comment tu vois l'avenir de ce pays à court terme? Un peu inquiet. Un peu inquiet parce qu'on passe beaucoup de temps à faire de la politique et on ne développe pas. On passe beaucoup de temps à faire des alliances, à faire des choses personnelles, alors qu'il y a plein de travail à faire ici et que l'Afrique vous attend. Et l'union sacrée? Je ne sais rien, moi. Tu as écouté ma question à Katumbi. Oui. J'ai dit à Moïse Katumbi, est-ce que tu crois en cette union sacrée qui se fait sur le tout sauf Kabila? Il a dit non, ce n'est pas du tout sauf Kabila et qu'elle va marcher. Inch'Allah. Mais la composition de cette union sacrée, ce sont les caciques, les anciens, ceux qui ont été avec Kabila, partout en Afrique, Mobutu, tu arrives, c'est toujours les anciens.
J'ai fait une émission l'autre jour qui va passer dans quelques jours sur RFI où je dis comment rajeunir la classe politique africaine. C'est tellement grave en Afrique que toi et moi qui sommes à une cinquantaine d'années, quand on entre en politique, on considère qu'on est des jeunes. Oui. Mais c'est dramatique. Alors qu'on devrait être plus proche de la sortie que de l'entrée. Absolument. Donc, je pense qu'il faut un renouvellement. Je vais une dernière photo pour que je parle un tout petit peu d'Alain Foka, parce que tous les journalistes de Kinshasa, lorsque j'ai annoncé que je te recevais, ont toujours dit, mais posez-lui telle question, telle question. On va y arriver tout à l'heure. Voilà. Cette question, je l'ai prise. Revenez, pas celle-là. Voilà, cette question, plutôt cette photo, je l'ai prise pour que te poser ces trois questions. Ouais. Je vois sur ce plateau Vital Kamerhe, Oui. Obasanjo. Oui. Ça doit être, Une jeune récipiendaire qui a gagné un absolument. prix. Et Le président Bouyoya. Bouyoya. Oui. Dis-moi quelque chose sur Bouyoya, sur Kamerhe et sur Obasanjo. Bouyoya, ça a été un président important Au Burundi, au Burundi. un militaire. Un militaire, et qui a su partir. Il a su partir. Il ne s'est pas accroché au pouvoir. Quel que soit comment il est arrivé, il a su partir. Peut-être qu'il n'avait pas le choix, mais il a su partir. Et je l'ai connu à l'international sur la résolution des crises. Il m'a plutôt plu parce qu'il avait... Au Mali. Au Mali. Et même que Bouyoya était assez ouvert sur la résolution de nombreuses crises, même si on l'a beaucoup cantonné sur le Mali. Il avait une vraie envie de changer les choses. C'est mon point de vue, puisque j'ai beaucoup discuté avec le président Pierre Bouyoya, qui, de mon point de vue, n'est pas un mauvais bougre. Au contraire. Vital, c'est un ami. Un ami. C'est un ami. C'est un ami parce que Vital fait partie de ceux où je me disais, il va y avoir un renouvellement de la classe politique. Il fait partie de ceux qui vont renouveler la classe politique. Il me séduisait par sa manière de parler, par son approche panafricaine. Je suis très panafricain. Moi, quand quelqu'un commence à être panafricain, il me plaît. Ensuite, Vital a été de toutes les familles politiques d'ici. Il a été de la famille politique de Kabila. Ils étaient très proches. Qu'il y ait des ruptures d'alliance et tout ça, c'est le jeu politique. Quand tu regardes en France, où tu as vécu, on n'a vécu que ça. Que ça. Que ça. Quand tu vas dans n'importe quel pays, il y a des ruptures d'alliance. C'est des jeux politiques. Mais c'est de voir dans le politique, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton projet? Ce qui lui arrive aujourd'hui, ça t'attriste ou ça t'énerve? Ça m'attriste profondément. Ou ça t'énerve? Ça m'attriste profondément. Parce que j'estime que le Vital que j'ai connu ne mérite pas ça. Et que je crois pas trop, mais maintenant, je n'ai pas le dossier. Hein. On l'achève ou pas? On est en train de l'achever? J'espère qu'il va rebondir à un moment donné. J'espère qu'il va rebondir à un moment donné. Je ne lâche pas mes amis parce qu'ils sont derrière les barreaux. Hein. Oui. Il reste un ami profondément. Mais quel message pour lui parce qu'il nous suit là? Ben, Vital, c'est un ami. Il sait. Et je téléphone souvent à Vital. Comme à beaucoup d'autres qui sont dans d'autres prisons en Afrique. Vital, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'aime bien. J'espère qu'un jour, il sortira de là et qu'il sortira blanchi. Et s'il y avait quelque chose à dire à Félix Tshisekedi, parce que vous connaissez, par rapport à Vital? Non, je n'ai pas de choses à dire à Félix dans ce sens-là. Félix, il est grand garçon, il sait ce qu'il fait, il est le président de la République, donc c'est pas Foka qui peut lui dire quoi que ce soit, qui influe sur quoi que ce soit. Les jokers que tu prends. Non, mais c'est vrai. Obasanjo, Olusegun. Pour moi, c'est un grand homme. Il m'a associé à ce que tu vois qui s'appelle le Tana Forum, qui est un lieu de réflexion important et de résolution des crises en Afrique. Il en était le président jusqu'à il y a peu. C'est quelqu'un qui aime l'Afrique. Et c'est quelqu'un qui a un regard transversal. Il regarde l'Afrique, il ne regarde pas qu'un seul pays. Figurez-vous que ce monsieur que vous voyez a été 2 fois président du Nigeria. Absolument. Et ce monsieur que vous voyez a fabriqué des milliardaires africains. Olusegun Obasanjo. Olusegun, c'était son combat. Fabriquer des champions. Comme en Afrique du Sud. C'est le premier, il en a fait plus qu'en Afrique du Sud, largement. Dangote, c'est du pur produit Obasanjo. Oulemelou, c'est du pur produit Obasanjo. Et je peux en citer comme ça une douzaine. Et quand tu vas au Nigeria, tu veux gagner un marché, tu dois gagner d'abord, tu dois plutôt sous-traiter avec le Nigérian. Au lieu d'arriver comme tu vois, les grosses boîtes en Europe arrivent et ici, ils raflent tout. Même la sous-traitance, c'est eux-mêmes. Même la sous-traitance, c'est eux. Au Nigeria, ça n'existe pas. Et c'est grâce à cet homme-là. C'est grâce à lui. C'est un monsieur qui a eu de la suite dans les idées
pour ce qui est panafricain. Et on a assisté à la résolution de nombreuses crises grâce à lui. Parce qu'il y allait par lui-même et parlait aux gens. Je pense à la Gambie. Je pense à un certain nombre de conflits que je ne vais pas citer ici. Alors, terminons cette émission avec ces questions des journalistes qui te suivent en ce moment, qui te suivent de Kinshasa, qui m'ont posé la question. Comment on fait pour devenir Foka 30 ans. Comment on fait pour avoir le succès, la crédibilité, la respectabilité? Ah, mais je suis flatté de savoir que j'ai ça. Hein. On est franc-maçon. J'ai jamais su que franc-maçon, ça donnait ça. Ou les fétiches. Non, je pense qu'il n'y a pas de magie. Jean-Marie, tu étais dans le 3e étage de la maison de la radio quand j'y étais, à RFI. Tu sais que combien d'heures je passais à travailler sur les archives, dont je n'ai pas besoin d'en parler. Il n'y a pas de secret à part travailler. Le travail. Le travail. Alain Foka travaille. Oui. Moi, je t'ai vu monter, remonter à l'époque des bandes, d'ailleurs. Hein, avec le casque en train de monter, remonter, remonter. Surtout quand et je le fais encore 30 ans après. Le club africain, les débats africains avec les chefs d'État ou plutôt les invités archives d'Afrique. Non, plutôt les débats. Avec les invités qui sont sur tout à fait. Quasiment dans plusieurs pays en même temps. Dans plusieurs pays, oui. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais on ne le sent pas trop parce qu'on aime ce qu'on fait. Et puis on finit par estimer que ça fait partie de votre vie. Et je pense que je n'ai pas un mérite particulier. Je pense que si tu mets beaucoup d'autres Africains dans les mêmes conditions que moi, ils vont faire peut-être mieux. J'espère qu'il va y en avoir. Je rêve de quelqu'un qui va arriver et qui va prendre Archives d'Afrique pour continuer. Parce que ce que tu disais, comme toi, comme beaucoup d'autres, qui me disent non, il ne faut pas arrêter Archives d'Afrique. Bon, il va falloir un jour que je passe la main. J'ai voulu passer la main à une collaboratrice que j'aime beaucoup et qui a fait sa formation chez moi en sortant de Sciences Po, Sarah Sako, qui est une des correspondantes de France 24. Bon, Sarah avait envie de voir le monde. Oui. Elle avait envie de faire sa vie en disant, bon, toi tu le fais après avoir vécu, après avoir été reporter. Elle est journaliste à RFI maintenant, enfin France 24. Elle est journaliste, elle est correspondante de France 24 à Dakar, mais elle a fait beaucoup de pays, elle a même été en Ouganda. Donc, j'aimerais bien que des jeunes récupèrent ce que je fais. Ça me plairait bien de passer la main à un moment donné. Deuxième question, comment Alain Foka fait pour être ami des Blancs alors qu'il a un langage aussi cinglant et direct avec eux? Je ne pense pas que les Blancs soient spécialement contre ceux qui disent la vérité. Non, je ne crois pas. Je pense qu'ils respectent mon franc-parler. Je pense que c'est un peu comme les chefs d'État là, qui respectent le fait que je dise la vérité en les regardant dans les yeux. Alors on dit, Alain Foka, l'ami des chefs d'État, les chefs d'État donnent beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un homme riche, un homme d'argent, Alain Foka? Si je devais m'en tenir aux rumeurs qui font croire que les chefs d'État distribuent de l'argent, j'aurais arrêté. Est-ce que toi, honnêtement, tu penses qu'un chef d'État, tu viens lui faire une interview, il te donne de l'argent, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu lui donnes, très concrètement? Pourquoi le chef d'État porterait de l'argent pour te donner? Maintenant qu'il fasse des publi-reportages, c'est possible, c'est même vrai, mais des publi-reportages dans des magazines. Mais je suis à RFI, je fais un magazine qui s'appelle Le Débat africain. Comment il va me payer? Pourquoi il va me payer? Je fais Archives d'Afrique, pourquoi il va me payer? Maintenant que j'aille et qu'on discute avec eux le soir et qu'ils écoutent ce que le monde pense d'eux, ça c'est de l'amitié peut-être, mais c'est de l'exploitation parce que je ne crois pas qu'on puisse être ami à un chef d'État. On n'est jamais ami à un chef d'État. Même la confidence, on a vu des photos. Non, on discute, mais tu sais très bien que bon, il est en train de tirer quelque chose de toi. T'es pas bête. Il ne faut pas croire que le lendemain tu commences à le tutoyer et que vous allez boire une bière ou un truc ensemble. Ça ne va pas arriver. Il peut t'aimer, peut avoir une fait pour toi, t'aimer bien, que je l'aime bien. Mais ami, je ne suis pas sûr de ça. Vous redevenez ami quand il n'est plus président, oui, ça c'est clair. Question de confidence. Le monde te suit et surtout l'Afrique, Alain Foka. Est-ce qu'il faut couper avec les francs CFA? Alors, le grand débat sur le franc CFA. Oui. Et là, je vais décevoir beaucoup de À Brazzaville, on te suit là. Je vais décevoir beaucoup de tes auditeurs. Je m'en excuse à l'avance. Oui. Pour abandonner le franc CFA, il faut avoir préparé quelque chose. Oui, il y a le cul déjà. Ah bon?
Je n'étais pas au courant qu'il y avait l'écho. L'écho, oui. Tu as déjà préparé. vu une pièce d'écho? Oui, bon, à Abidjan, on a préparé déjà à Ouattara pour ouais. poser ça. Ah bon? Je crois qu'on n'a pas beaucoup discuté, non. Je pense qu'on prépare une monnaie depuis des années en Afrique de l'Ouest. Depuis des années. Ce n'est pas avec le débat du CFA que ça a commencé. Je pense qu'il faut prendre le temps de changer les choses. Dans les délais, pas sous la pression. Est-ce que par manque d'économie, Maintenant, en Afrique est-ce que c'est centrale, pas attends, je l'échec finis de là-dessus. vous, spécialistes, les cadres africains, les panafricains, vous ne voulez pas vous détacher de la France parce que vous êtes incompétents? Il y a de l'incompétence. C'est évident que si on est encore au CFA aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut sortir de l'émotion et regarder la vérité en face. On a échoué. Je vais dire, Jean-Marie, toi et moi, quand on regarde, nos aînés, nous, n'avons pas changé le continent, on a échoué. On est d'accord. On peut peindre ça en blanc, en noir, en rouge. L'état du continent montre qu'on n'a pas fait grand-chose. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça fait que du jour au lendemain, on dit « on ne veut plus le CFA ». On perd quoi en quittant la zone CFA? Non, il faut préparer une monnaie. Je pense que si chacun va faire sa monnaie, on a une monnaie de singe. Tu imagines la Centrafrique avec sa monnaie, le Congo avec sa monnaie, le Gabon avec sa monnaie, le Tchad avec sa monnaie. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas d'abord à se mettre d'accord? L'Afrique du Sud a sa monnaie. Oui, mais l'Afrique du Sud, tu compares l'Afrique du Sud avec la Centrafrique? Le Maroc a sa monnaie. Tu compares le Maroc avec la Centrafrique? Qu'est-ce que tu sais des problèmes de change du Maroc? Quels sont ces arrangements? C'est tout ça qu'il faut qu'on arrange avant. C'est pas juste de la passion. C'est que, oui, il faut en finir avec le franc CFA. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est le process, la méthode qui est le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Si, demain, tu as dans une même monnaie la République démocratique du Congo, le Congo d'à côté, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, le Rwanda peut-être, l'Angola, tu as 7 pays et ça constitue un ensemble économique viable qui peut avoir une monnaie forte, avec une vraie économie. Je ne suis pas économiste, mais c'est le bon sens, tout simplement. Et je me dis, au lieu de faire juste de la gesticulation, au lieu de bavarder, c'est bien de dénoncer. Hein. Je salue tous les bonhommes qui ont milité contre le CFA. Maintenant, aux intellectuels de dire, OK, le peuple ne veut plus de ça. Est-ce que c'est pas un Réunissons-nous piège, pour Alain combattre. Mettez-vous debout, on a terminé l'émission. Mettez-vous debout. Ah bon, ben, si on se met debout, Oui. on est chez JMK. Je vais juste dire, est-ce que ce n'est pas l'échec des cadres de s'accrocher à la France? Ce n'était pas un piège, cette affaire de CFA, parce que vous savez bien que sans l'Afrique, sans l'économie africaine, sans les réserves d'échange, les trésors qu'il y a dans la Banque de France, la France aussi ne peut pas prendre de l'argent sur les marchés financiers. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est les débats d'économistes. Toi et moi ne sommes pas économistes. Laissons-les débattre, mais mettons la passion de côté. Oui. Quand on entre dans les détails, ce n'est pas aussi simple. Mais sauf que ça fait populiste de faire ça. Je ne veux pas être populiste. Ça fait populiste. Ça fait populiste. Sortons du CFA, mais préparons quelque chose qui nous permette de sortir du CFA. Travaillons, ne bavardons pas simplement. Retrouvons-nous entre économistes, élaborons quelque chose de propre et faisons notre monnaie. C'est une urgence. Mais ne soyons pas simplement dans l'incantation. Ça ne sert à rien. Bon, terminer l'émission et je vais te laisser partir. Est-ce qu'il faut de la dictature en Afrique pour qu'on puisse enfin en finir avec les ONG, la société civile, démocratie, revendication, tout ça, pour faire comme la Chine? JMK, si on avait la démocratie, tu crois qu'on serait ici à Télé 50? Non. Hein? Arrêtons d'aller dans des schémas qui sont des schémas anciens. Ce n'est pas ou tout rouge ou tout noir. Ce n'est pas ou tout blanc ou tout noir, je voulais dire. Il y a du gris au milieu. Il faut composer. Je ne crois pas à 100% à la démocratie parce qu'elle a ses limites. Et on vient de vous le voir aux États-Unis. Les donneurs de leçons sont en train de lutter pour savoir qui a gagné les élections. Je ne crois pas non plus qu'il faille copier le modèle occidental parce que nous avons nos réalités. Quand tu vois un aîné, tu l'appelles, pour celui qui est ici, Mkubwa, ou bien tu l'appelles Yaya quand tu es ici. Et tu vas avoir un certain respect vis-à-vis de lui. Nous sommes différents. C'est à nous de construire notre modèle. Pourquoi est-ce que tout le monde veut prendre le modèle occidental qui ne correspond pas à nous pour plaquer ici? Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les gorges.
Et notre société ne coupait pas les gorges. Nous sommes une vieille société avec ses règles. Essayons juste de retrouver nos règles et on va vivre en paix. Mais arrêtons de dire démocratie ou dictature comme s'il n'y avait que ça. Non, il y a des modèles. Maintenant, les gens parlent du modèle chinois, tu viens de parler du modèle chinois. Oui, oui, absolument. Le modèle chinois est un modèle à part, il n'est ni une dictature, ni une... Ou russe. Ils ont leur modèle. Avec Poutine. Créons notre modèle à nous. Arrêtons de faire ce que nous faisons. Toi et moi, tu parlais de l'échec de l'intellectuel africain. Oui. Il y a un gros échec de l'intellectuel africain parce que nous n'avons pas su créer notre modèle. Toi, moi, nos aînés, tout ça, nous avons échoué. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. À un moment donné, dire, OK, on a échoué, comment on fait? Parce que ta maman qui est au village, quand tu lui dis démocratie, tu n'arrives pas à dire ça dans ta langue. Donc ça veut dire que ça ne fait pas partie de nous. D'accord? Mais parle-lui de la méthode. Part de la méthode qui nous constitue pour l'améliorer un peu, pour le métisser un peu, pour ajouter quelque chose d'autre là-dessus. Ne nous enfermons pas dans des concepts qui nous sont importés. Merci Alain Foka, je sais que tu as Kinshasa. Est-ce que tu as écouté la musique ici? Tu as mangé? Je t'amène quelque part? Amène-moi manger quelque part. J'ai envie de manger le makayabou. On va aller sur une terrasse. Bon, je te laisse partir. Merci, merci beaucoup. Merci. Oui, oui. Et puis, dis à tes auditeurs, Oui, le Covid, oui. c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est une Non, non, on a réalité. perdu des grands, comme Manu Dibango. J'ai perdu Manu Dibango et ça me fait très mal. À tout à l'heure. Merci Mingi Papa. Merci. Merci à vous. Vous avez vu que lorsqu'on se retrouve entre nous, on parle franchement. On fait le tour de l'Afrique, du monde, et surtout on parle de nos problèmes. Il faut que sur ces continents, les grands journalistes, des grands professionnels, les hommes des médias, les politiques, qu'il y ait cette complicité entre les politiques et la presse. Ce n'est pas de la compromission lorsqu'on échange avec un politique. Vous avez suivi mon ami Foka. Effectivement, des entretiens comme ceci méritent que vous puissiez les suivre chez vous aussi. Allez, on se retrouve très prochainement avec grand plaisir. Bonsoir.